19 août 1900. Le jour de la libération, celle-ci éclata, mais non pas comme un coup de tonnerre, elle éclata beaucoup plutôt comme un fruit mûr, comme un fruit pourri. On l'attendait depuis trop longtemps, on la désirait depuis trop longtemps, on l'espérait sous une forme qui aurait été positive, quelque chose comme ce que Henri IV avait fait aux Parisiens à la fin des guerres de religion, arrivé avec des tombereaux de pain en ouvrant ses bras, alors que tout au contraire, c'était un triomphe sanglant dans une ville noire, dans une ville où tout était danger, fusillade, et où dès le premier moment, avant même d'avoir chassé les Allemands, les libérateurs arrêtaient 10 000 personnes. On avait donc là la preuve éclatante de ce contraste qui s'était établi entre les deux sortes de Français. La guerre, la défaite, l'occupation l'avait montré. D'une part, le maréchal Pétain était resté en disant que le premier devoir d'un Français était de sauver le sol, les maisons et surtout les femmes, les enfants, les foyers, les familles, le travail, afin de permettre la continuation d'une réalité française, physique et morale. Le général de Gaulle était parti pour l'Angleterre. Il avait emporté avec lui la foi et l'espérance de tout un monde qui se jugeait français et qui considérait la France non point comme un pays charnel, mais comme un idéal. C'est ce que les maçons dans leur loge disaient sans cesse. La France, ce n'est pas telle ou telle ville, ce n'est pas telle ou telle maison. La France, c'est l'idéal, la nation idéale, d'où est né Rabelais, d'où est né Étienne Dolet, d'où est né Voltaire, d'où est né Diderot, d'où est né Renan, d'où sont nés tous les libérateurs de l'esprit et tous les grands protestataires intellectuels. C'est cela, la France, la véritable France. L'autre n'est que l'acide matériel de cette France. Le maréchal avait réussi, dans une large mesure, à sauver cette France concrète et charnelle. Mais le retour offensif de la France idéologique crée un contraste qui n'est pas encore résolu. C'est-à-dire que la libération n'était pas seulement l'expulsion des Allemands, et même, pour les libérateurs, n'était pas d'abord l'expulsion des Allemands. C'était d'abord la volonté d'imposer leur conception du pays, c'est-à-dire une France qui n'était pas du tout une nation traditionnelle, avec ses habitudes, avec sa vie morale, avec ses principes, mais qui était un idéal de liberté et qui était une croisade perpétuelle pour la liberté. Car c'est bien cela, c'est bien ainsi que les maçons l'entendaient. Pour arriver à cela, ils ont donné à la libération un caractère que l'on ne saurait oublier. Songez que dans les 15 premiers jours, le nombre de gens arrêtés ne s'est pas compté par dizaines de milliers, mais plutôt par centaines de milliers, et à mon avis, par millions. À mon avis, il y a eu, à cette époque-là, pendant les 4 premiers mois, 2 millions de personnes qui ont été arrêtées, pas toutes gardées, mais enfin beaucoup d'entre elles, envoyées dans des prisons et des camps de concentration. C'était marqué donc que l'on voulait rompre avec cette idée que le maréchal avait rétablie, que la France était une tradition continue de famille qui maintenait une certaine valeur morale, une certaine valeur religieuse, une certaine valeur familiale, et que la France, pour eux, était simplement une grande croisade pour la liberté. À Paris, nous avons été 10 000 arrêtés dans l'après-midi du 19 août 1944. Ces 10 000 ont été parqués à droite et à gauche.
Et je dois constater que les maçons y étaient pour quelque chose, mais n'y étaient pas pour beaucoup. Car le coup de force a été fait par les communistes. À vrai dire, il y avait parmi ces communistes un maçon. Et comme la vie n'est pas toujours gaie, je vais vous raconter l'histoire de ce maçon qui n'est pas entièrement gai, mais qui tout de même a un côté satisfaisant pour l'esprit. Ce monsieur s'appelait Jovanovici. Il était né en Bessarabie, il était juif de la race. Il avait commencé sa carrière comme regratier, vous savez ce que c'est. Et il avait gagné beaucoup d'argent. Les Allemands sont arrivés et tout de suite il s'est entendu avec eux. Il a été leur espion, mais également il était espion pour les résistants. Et à mesure que les années d'occupation passaient, il devenait de plus en plus riche, il était de plus en plus aimé des Allemands et de plus en plus aimé des résistants. Et voici pourquoi. Voilà l'exemple concret qui vous montrera comment Paris a été libéré. Il y avait auprès de Paris une congrégation, je ne sais pas si c'était des frères blancs ou plutôt des cisterciens, qui étaient extrêmement patriotes et qui cherchaient à se procurer des mitraillettes justement pour le jour de la libération. Jovanovici, bon patriote, leur a fourni une dizaine de mitraillettes, une vingtaine de fusils mitrailleurs, des armes, des munitions, et on a caché tout ça dans un puits qui était invisible sous des feuillages. Ceci se passait un lundi. Le samedi, on a entendu des autos allemandes. Les Allemands ont fait une fouille, ont été droits au puits, ont trouvé tout ce qui avait été caché, ont fusillé tous les pères blancs et sont partis en laissant le seul bénéfice à Jovanovici qui n'avait plus qu'à reprendre les mitraillettes et à les vendre aux policiers de Paris qui s'en servirent pour faire la révolution du 19 août 1944 contre les mêmes Allemands. Vous voyez donc, ceci n'est qu'un aspect de cette libération. C'est un aspect extrêmement caractéristique. Elle s'est déroulée dans une ambiguïté où les éléments les plus troubles, les éléments les plus malpropres, mais surtout les éléments les plus violents, embrigadés dans des cadres maçonniques, réussirent à se faire des bénéfices considérables. Les maçons ont ensuite expliqué qu'ils avaient eu un certain rôle, car ce même 19 août, disait-il, quand Paris se libérait lui-même, disent-ils, après la révolte des policiers patriotes, dont beaucoup étaient maçons, il faut le dire, car ce sont les policiers qui, en se révoltant, ont remis Paris entre les mains des communistes. Les policiers étaient surtout communistes, mais il y en avait de maçons. Et alors, les maçons disent que c'est eux qui ont été chercher le préfet de police. Pourquoi ont-ils été chercher Luizet, qui est devenu préfet de police? C'est qu'ils tremblaient de peur, eux aussi, qu'après avoir mis en prison les catholiques, les communistes ne les mettent eux en prison. Et c'est également eux qui, dans une voiture de pompiers, c'est un d'entre eux qui s'appelait Favreau, qui a été a été supplié le général de Gaulle, qui était à Rambouillet, d'envoyer la division Leclerc pour mettre un peu d'ordre dans Paris. C'est toujours le même sentiment. Il voulait se débarrasser des Allemands, mais il voulait aussi se mettre à l'abri des communistes. L'homme qui raconte ses exploits, c'est ce double exploit d'avoir été chercher le préfet, d'avoir été chercher la division Leclerc, ajoute ceci, qui vous intéressera. Ce jour-là, l'homme qui parle, ce monsieur, ce maçon, avait reçu de la résistance l'ordre de faire consigner chez eux, loin de Notre-Dame, les prélats qui avaient encensé Vichy et ses adeptes. Donc, la maçonnerie a pris soin d'obliger le cardinal archevêque de Paris et quelques-uns de ses collaborateurs qui étaient connus pour leurs dévouements traditionnels, les obliger à rester chez eux et leur interdire de participer au triomphe de Gaulle. L'idée de Gaulle, de ses amis et des maçons, était d'obliger le Saint-Père à nommer le curé de Saint-François-Xavier archevêque de Paris. Et cet homme-là le croyait. Le pape le refusait. Il y avait donc, vous le voyez, un coup de force extrêmement bien conçu. Et pour mettre en prison les éléments de tradition qui avaient servi le maréchal, et pour intimider les chefs de l'Église catholique, pour qu'ils rentrent dans l'ordre. Ce n'était pas extrêmement difficile à réaliser dans certains cas. Et je ne peux pas dire que le cher cardinal Soir fut un héros d'Homère.
Mais il avait tout de même, c'était un très honnête homme et un très saint homme, qui avait toujours encouragé le maréchal, qui m'avait toujours encouragé. Je n'avais jamais pris une décision sur la maçonnerie sans aller voir le cher cardinal. Ceci, il a un peu oublié, mais tout de même, il est resté un très bon prêtre et très zélé, et il est resté à la tête de l'archevêché de Paris avec beaucoup de dignité. À ce moment-là, s'est déroulé un dialogue entre le nouveau gouvernement résistant et le nonce, qui est arrivé quelque temps après. M. Bidault, qui était à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, a dit au nonce, le futur pape Jean XXIII, nous voulons la tête de 40 évêques. Alors, Jean XXIII, qui était ce qu'il était, mais qui avait de la bonhomie, il lui a répondu, oh, monsieur le ministre, quelle avidité. Eh bien, écoutez, je ne suis pas exigeant, je vous donne le 4 et je prends le 0. C'est-à-dire qu'on a obligé 4 évêques et archevêques à démissionner, et on en a laissé les autres là où ils étaient. En effet, le clergé français n'avait pas été à son aise pendant l'occupation. Un certain nombre de prélats, disons le tiers ou le quart, avaient suivi le maréchal d'une façon très sincère et très honorable. Mais, bien entendu, ils avaient protesté contre les brutalités allemandes contre les Juifs, ce qui était une chose en effet horrible, ignoble et insupportable au point de vue spirituel comme au point de vue humain. Mais ils avaient aussi, très souvent, et d'une façon très soigneuse, caché des maçons et aidé des maçons, protégé des maçons. C'était donc, dans le clergé français, dans le haut clergé français, on s'était gardé un carreau. Si vous lisez les livres de cette époque-là, vous verrez. Dans le bas clergé, dans le moyen clergé, les jeunes prêtres avaient subi, je vous l'ai raconté hier, profondément l'influence des maquis et de cette espèce d'enthousiasme pour la patrie, pour la liberté, pour la communion dans quelque chose de vague et de chaleureux. Donc, la libération n'eut pas lieu, en dehors de quelques évêques, n'eut pas lieu de se plaindre de la situation. Seulement, pour les maçons, eux, leur situation n'était pas tellement bonne. Si les communistes régnaient partout, eux, les maçons, étaient extrêmement ennuyés et gênés. Parce que, d'abord, De Gaulle n'avait pas été très gentil avec eux. De Gaulle leur avait tout de même rendu, avant même la libération de Paris, le droit de s'assembler et avait supprimé toutes les lois que le maréchal avait faites et signées. Mais De Gaulle ne les considérait pas avec beaucoup de respect. Parce que le général de Gaulle était un homme concret. Et le général de Gaulle était un homme qui aimait la force. Le général de Gaulle considérait que les maçons ne faisaient pas le poids et que les communistes seuls faisaient le poids. Par conséquent, les maçons n'étaient pas entièrement satisfaits de ce qui se passait et se hâta-t-elle pour compenser, pour rentrer en grâce, d'écrire une lettre au général de Gaulle qui était une lettre d'une basse flatterie. Le Conseil de l'ordre maçonnique en France, réuni pour réveiller ses loges, adresse au général Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, l'expression de sa profonde admiration pour son attitude héroïque, son action persévérante et sa générosité. Au milieu des pires difficultés qui ont permis à la France de retrouver son idéal de liberté et ranimer en elle le sens de l'honneur, sa foi démocratique et sa confiance en la grandeur de sa destinée. Les adeptes de la franc-maçonnerie française le remercient vivement, ainsi que son gouvernement, d'avoir abrogé les lois du pouvoir illégal de Vichy et de leur permettre ainsi de travailler à nouveau dans le calme de leur temple au perfectionnement moral et matériel des hommes sous l'inspiration de leur belle devise qui est celle de la République, liberté, égalité, fraternité, etc., etc. Vous voyez donc que les maçons étaient très contents d'emboîter le pas de De Gaulle et de proclamer
et que le gouvernement de Vichy avait été illégal, alors qu'il était parfaitement légal, que le maréchal Pétain avait eu un vote non seulement majoritaire, mais presque unanime, en dehors de quelques dizaines de voix, qui lui donnait le pouvoir des deux chambres, ce qui faisait son pouvoir absolument légal. Et puis, il avait gouverné avec l'accord presque total du pays, en tout cas de l'immense majorité. Donc, tout ce que disait De Gaulle était faux. Mais ce que disait De Gaulle correspondait à ce que je vous ai dit au début de cette conférence, c'est-à-dire que l'idéal patriotique des gens pour qui la patrie était une notion politique, la notion de liberté et d'indépendance, ces gens-là n'acceptaient pas le principe que le maréchal avait pris et qui était pourtant le principe traditionnel et le principe ancien, non seulement de la France, mais de tous les pays, que ce qui constitue un pays, c'est son sol et sa population. Le maréchal s'était conduit exactement comme le roi de Prusse au moment de sa défaite des mains de Napoléon, qui était resté à Berlin, qui avait traité, qui avait subi des humiliations en attendant le jour où il pourrait se venger et où, ayant sauvé l'essentiel de son peuple, il reprendrait la tête du gouvernement en toute liberté. Mais ceci dit, De Gaulle ne l'acceptait pas, la maçonnerie ne l'acceptait pas. La maçonnerie eut d'autres difficultés en ce moment-ci. C'est que les loges rouvraient, mais les loges rouvraient avec un petit nombre de gens. Beaucoup de maçons avaient été fidèles du maréchal, s'étaient dévoués au maréchal, et même ceux qui ne s'étaient pas dévoués au maréchal, pour garder des postes ou pour garder des situations, s'étaient empressés de donner leur démission, et comme les maçons font tout avec beaucoup de zèle, en donnant leur démission, ils avaient dit que les maçonneries leur dégoûtaient, que depuis longtemps ils voulaient la quitter, etc. Mais tout cela était bel et bon, seulement on avait gardé leurs lettres. Et dans les dossiers que j'avais créés, on a retrouvé toutes les lettres de démission, et tous ces pauvres gens ont soudain été empoisonnés et se sont vus exclus des loges. Il y a eu un grand nettoyage dans les loges par laquelle presque la moitié, et dans certains cas les 2/3 des membres, ont été mis dehors parce qu'ils avaient envoyé des adresses au maréchal Pétain, parce qu'ils avaient fait toutes sortes de platitudes et qu'ils avaient été amenés à prendre des positions antimaçonniques. Alors il y a eu toute une série de jugements dans chaque loge. Chaque loge est devenue un tribunal et chaque tribunal a décidé avec activité pendant plusieurs mois. Je vais vous citer quelques cas de ces discussions pour vous montrer de façon concrète ce que c'était. La loge, le frère Nivard, par exemple, proteste contre le refus de sa loge, la chaîne d'Union de Paris, de le réintégrer. Il avoue avoir fait paraître dans le journal Le Petit Parisien une mise au point, dans lequel il disait avoir démissionné de la franc-maçonnerie au début de la guerre, avec des considérations désobligeantes. Il prétend maintenant que ce n'était qu'un subterfuge destiné à lui faire conserver le poste d'administrateur provisoire auquel il avait été nommé en 1941 par le ministère de la Production nationale. Il a eu des ennuis. Le frère Steinach proteste contre sa non-réintégration par la loge Pythagore, Orient de Paris. Il avoue ne pas avoir demandé sa réintégration tout de suite au moment de la libération, afin de prendre des précautions en cas de retour offensif des Allemands et de Pétain. Il était prudent, c'était un mensonge qui pensait à l'avenir. Le frère Leclerc n'a pas été réintégré dans la loge Picardie à Lorient d'Amiens. Il avoue avoir été amené à envoyer par écrit une lettre de démission au vénérable de Saint-Atelier en octobre 1940. Il pensait que cette démission devait lui permettre de conserver son poste d'instituteur. Pauvre homme. L'ex-frère Lisotte de la loge La Justice à Lorient de Paris a préféré donner sa démission plutôt que de demander sa réintégration. Donc, il y a eu, vous voyez, un nettoyage, un lessivage de linge sale, très sale, qui a permis de réintégrer un certain nombre des maçons, mais pas tous. D'autant plus que, parallèlement à cela, il y avait des démissions. Les maçons n'avaient pas été contents de la négligence de leur chef, qui n'avaient pas emmené les listes et qui n'avaient pas sauvé les papiers. On les avait obsédés pendant tout le temps qu'ils étaient maçons de la nécessité du secret. Et puis quand était arrivée l'heure critique,
le secret n'avait pas été respecté, mais le secret avait été en réalité violé par la faute des directeurs de loge, l'organisation et des vénérables. Donc toutes sortes de maçons importants, dont le plus important était M. Mendès France, ont déclaré que dans ces conditions, il ne voulait plus être maçon, parce que la maçonnerie n'était pas ce qu'ils croyaient, les avait déçus. Ainsi, on peut dire que près du tiers des membres des loges à ce moment-là ont quitté les loges, les uns par épuration, les autres en s'épurant eux-mêmes ou en épurant la maçonnerie. En même temps se déroulait cette énorme épuration de tous les citoyens français qui étaient voulus par le communisme. L'opération de 1944-45, messieurs, a été plus violente, plus sanglante, plus impitoyable que les guerres de religion et que la Grande Révolution. Certaines régions, comme le Massif central, comme la Lozère, ont perdu à ce moment-là plus de la moitié de leur population. Dans la Lozère, grâce au marquis de Chambrun, on a massacré plus de la moitié des habitants pour les remplacer par des Espagnols rouges qui assurent la réélection du marquis de Chambrun à toutes les élections. Dans d'autres régions, dans la région de Limoges, ça a été presque aussi violent. Dans la Savoie également. À Paris, nous étions à ce moment-là environ 60 000 arrêtés dans des camps de concentration à droite et à gauche. Et il y en avait dans toute la France, parmi lesquels se trouvait un certain M. Coty, qui devait être président de la République ensuite, et beaucoup d'autres gens. Donc, ça a été une immense razzia et surtout un immense massacre. Et dans cet immense massacre, naturellement, certains maçons y ont perdu la vie. En particulier, un des membres les plus fameux du parti radical qui s'appelait M. Chichery, qui a été massacré. Mais, dans l'ensemble, les maçons ont assez bien protégé leurs gens. Après les premiers jours, on a moins massacré. De Gaulle a tout de même obtenu des communistes qu'ils suppriment leur garde rouge et qu'on les désarme graduellement. Il les a fait entrer dans l'armée, ce qui n'a pas été tellement facile, mais tout de même. Et alors, les prisons sont devenues moins dangereuses. Les premiers jours que nous étions à Drancy, dans la nuit, on massacrait encore certains de nos camarades. Ensuite, ça s'est calmé. Donc, les massacres ayant fini, la maçonnerie s'est arrangée pour libérer ces gens. Il y avait assez de juges maçons, assez de policiers maçons, pour que tous les inculpés maçons puissent sortir assez rapidement. Au bout de 6 mois, il n'y avait plus dans les prisons ni de maçons, ni d'aviateurs. Les aviateurs ont été très généreux, ni d'homosexuels. Ils ont été très à droite, et très peu d'Auvergnats aussi. Les Auvergnats ont été assez gentils les uns pour les autres. C'est utile d'être Auvergnat. Donc, vous le voyez, ces catégories-là ont été un peu protégées, mais surtout les maçons. Seulement, la maçonnerie pouvait panser ses plaies, elle ne pouvait pas remplacer ses pertes. À ce moment-là, donc, il y avait au moins la moitié des membres qui n'allaient plus dans les loges. Il y avait environ un tiers des loges qui n'étaient pas en état de refonctionner. Et surtout, l'immense prestige maçonnique de la période qui avait précédé a été terni. La maçonnerie française s'était appuyée un peu sur la maçonnerie anglo-saxonne, et la maçonnerie anglo-saxonne était plutôt un centre d'encouragement moral et financier qu'un centre intelligent. La grande maçonnerie qui ne cessait d'animer la maçonnerie française, c'était la maçonnerie tchèque. Je vous ai dit que la loge avait fonctionné pendant quelque temps dans la maison où je vivais, enfant et adolescent, et ensuite, à Prague, ça avait été une extraordinaire activité. Beneš, qui était le président, qui était le grand maître de la Grande Loge de Prague, venait chaque printemps dans un petit restaurant qui est à l'orée de la forêt de Fontainebleau. Là, il réunissait les principaux maçons d'abord, ensuite les membres des commissions parlementaires de la Chambre française, et il donnait ses instructions. On peut dire que l'impulsion maçonnique pour tout ce qui était question étrangère, question de polémique internationale entre les deux guerres est venue de Bohême, Prague, comme au XVIe siècle, tant d'initiatives antichrétiennes sont venues.
Mais à partir de 1945, par les choix du président Roosevelt, la Bohème était sous la main des communistes. Bénèche meurt, Masaryk meurt, et le fils de Masaryk est obligé de se suicider en se jetant par la fenêtre pour éviter pire. La Bohème est sous le boisseau. La Bohème est finie. Et pour la maçonnerie française, c'est une perte d'autant plus grave que toutes les maçonneries d'Europe centrale, qui étaient très violentes, sont également supprimées par les Russes, qui interdisent la maçonnerie russe, la maçonnerie polonaise, la maçonnerie est-allemande, la maçonnerie roumaine qui était très active, la maçonnerie tchèque qui était très active, et dans l'occupation de l'Autriche, qui empêche à Vienne de se reformer la maçonnerie autrichienne. C'est vous dire que la maçonnerie subissait une amputation terrible à un moment où, au contraire, les communistes gagnaient sur tous les tableaux. C'était donc une perte très grave. Et c'était une perte aussi sur un autre terrain. Ce que je vais vous conter peut vous frapper, je l'espère. Le plus violent des maçons pendant l'occupation, celui qui m'a le plus insulté, et celui qui réussissait à grouper les maçons autour de lui, s'appelait Déa. C'était un professeur de collège, petit, très intelligent, qui était député aussi, et qui avait une femme agrégée d'histoire, tout à fait athée, extrêmement violente. Cet homme s'était réfugié en Allemagne au moment d'août 1944. Mais l'Allemagne a été envahie et il a été obligé de s'enfuir. Et lui et sa femme se sont enfuis dans une panique épouvantable, ils avaient peur d'être torturés. Si les Russes les avaient pris, ils auraient été torturés. Ils ont fini par atterrir à Milan, sans sous, sans nourriture. Un soir, ils ont frappé à la porte d'un couvent de bonnes sœurs qui les ont reçus. Et au bout de 6 mois, l'un et l'autre étaient non seulement convertis, mais donnaient l'exemple d'une piété et d'une foi qui touchèrent ces braves sœurs, qui gardèrent cet ancien maçon et cette ancienne maçonne jusqu'à la mort, qui leur donnèrent une fin extrêmement pieuse et qui, j'espère, les ont travaillé au ciel, ping. C'est donc, vous le voyez, une grande perte pour la maçonnerie, parce que ce sont de ces choses que la maçonnerie ressent profondément et que nous autres chrétiens, nous ressentons profondément. Une âme, 2 âmes, de gens qui étaient sincères, qui étaient violents, qui étaient méchants, mais qui n'étaient pas véritablement vicieux, ces 2 âmes récupérées par la charité chrétienne et utilisées, expédiées vers le ciel dans ces conditions-là, c'est évidemment une très belle conquête que je voulais vous raconter. Vous ayant raconté une histoire pieuse, je vais vous raconter une autre qui est beaucoup moins pieuse, mais qui ne manque pas de drôlerie. À cette époque-là, les maçons se sont posés un problème. Et ils ont eu beaucoup de peine à le résoudre. Ce problème s'était déjà posé 2 fois pour eux. Déjà en 1940, le comte de Paris, descendant évidemment des Capétiens, mais descendant aussi de Philippe Égalité, le comte de Paris avait envoyé un message à ce qui restait le centre de la maçonnerie en disant « Je suis en négociation avec le maréchal Pétain. Mais le maréchal Pétain a une vision de la France tellement conservatrice que je ne peux pas accepter les conditions qu'il me propose. Donc, je vous propose à vous une entente avec vous. Voilà ce que je ferai, disait-il. Je rétablirai la monarchie constitutionnelle avec la Chambre des députés et le Sénat. Je rétablirai les organisations politiques telles que la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, le Parti communiste, la franc-maçonnerie. Ceci était en 1940, n'oubliez pas. Seul le statut des juifs serait conservé avec quelques abrogations. Donc, il demandait à la maçonnerie son haut patronage. Les maçons de cette époque-là répondirent qu'ils n'étaient pas en position de donner une réponse, mais qu'enfin, on pourrait peut-être s'entendre, sauf sur un point. Les francs-maçons, disait-il, étudient toutes les questions. Et si on leur démontre que le prétendant est un génie politique capable de nous tirer de l'embarras dans lequel nous sommes, l'embarras était une litote, ils seront prêts à lui faire confiance. Mais il y a une chose qu'ils n'accepteront jamais,
C'est le principe d'hérédité. On en était là donc en 40, quand en 44 le problème s'est représenté. En 44, vous savez que l'amiral Darlan était à Alger et qu'il avait pris le pouvoir. Il avait pris le pouvoir avec l'autorisation du maréchal. Le maréchal Pétain avait gardé, sans que les Allemands le sachent, et ça c'était un chef-d'œuvre, un fil téléphonique entre Vichy et Alger, que personne ne connaissait, ni les Allemands, ni les résistants. Et il avait donné autorisation à Darlan à s'imposer comme chef et de dire qu'il avait son patronage. Donc Darlan était là. Et Darlan, ayant l'appui de la flotte américaine, avait également l'appui du général de Gaulle. Non, pas de général de Gaulle, de Roosevelt. Le général de Gaulle, au contraire, était jaloux comme un tigre. Mais le général de Gaulle n'était pas en position à ce moment-là. Il était en difficulté avec Churchill. Il disait la plus grande croix que j'ai jamais portée, c'est celle de Lorraine. Donc il ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Mais il faisait quelque chose et il a très bien manœuvré. Il a laissé le comte de Paris venir en Algérie. Et là, le comte de Paris a tenu des réunions avec des préfets que je connaissais, des gens que je connaissais, et avec un jeune ecclésiastique, je ne vous dirai pas le nom parce que j'ai pitié de lui, et avec un pauvre petit gosse, qui avait été un garçon de 18-19 ans. Ce petit gosse s'est converti, ce petit gosse s'est confessé à cet ecclésiastique, qui lui a donné l'absolution anticipée pour l'assassinat de Darlan. Et ce petit gosse a été assassiné Darlan, et on lui avait dit qu'on s'arrangerait pour qu'il soit pardonné. Il a réussi à tuer Darlan. Darlan s'était mal gardé, il a eu tort. Car ça aurait été pour la France le salut. Quoi qu'il en soit, Darlan a été assassiné. Et aussitôt, l'entourage de Darlan a fait fusiller le malheureux petit garçon. Donc, par la traîtrise du comte de Paris et de ce pauvre prêtre, il y a eu 2 assassinats de Français qui l'un et l'autre méritaient de vivre. À ce moment, le comte de Paris avait négocié de nouveau avec la maçonnerie. Mais il a été court-circuité par De Gaulle, qui avait passé avant lui, et le comte de Paris s'est très vite rendu compte que la nouvelle de l'assassinat allait s'ébruiter et qu'alors il ne pourrait pas profiter de son travail. Toutefois, ses relations avec la maçonnerie sont restées assez cordiales. Et pour terminer ce chapitre du comte de Paris, je vous raconterai une autre petite aventure qui est celle-ci. En 1952, une loge qui s'appelait la loge Pierre Brossolette avait proposé un vœu qui était de demander au gouvernement d'interdire la campagne des voyages du comte de Paris, car sous prétexte de mieux connaître son pays, il faisait de la propagande et qu'il était reçu à titre officiel dans des mairies. Et c'était ensemble de faits non, disaient les maçons, que le comte de Paris, auquel la 4e République a permis le retour en France, il y a eu une très curieuse discussion maçonnique où presque tout le monde a été de l'avis de la loge Pierre Brossolette, et où en fin de compte, personne n'a voté la motion de la loge Brossolette. Donc, on n'a pas protesté contre le comte de Paris, et le comte de Paris a pu continuer ses voyages. A donc pu continuer son illusion, car il était à ce moment-là persuadé que le général lui passerait la main. Or, le général, comme vous le savez, ne lui a pas passé la main. Et pour terminer avec l'histoire du comte de Paris, comme il faut toujours être moral dans toutes les histoires, je vous raconterai ceci, c'est que le pauvre comte de Paris a fini par avoir la lumière et à comprendre, car, étant malgré tout un homme qui avait le sens de l'économie comme les Orléans, il a voulu placer en Suisse, à un certain moment, 3 milliards d'argent français. Comme il y avait grève des douaniers, il a pensé que c'était une très bonne chose à faire. Et il avait oublié qu'il n'y avait pas grève de la police. Aussi, quand sa voiture est arrivée à la frontière, eh bien, tout l'argent a été pris. Et 3 milliards, malgré tout, on a beau être à Orléans. Alors, le comte de Paris a été voir le général, et quand il est entré pour lui demander qu'on lui rende son argent, le général lui a dit « Monsieur, vous êtes un mauvais Français, vous fraudez, sortez !» Après ça, le comte s'est rendu compte qu'il n'avait pas moyen d'espérer pour une restauration prochaine. Je reviens à la maçonnerie. Donc la maçonnerie avait eu des relations assez agréables avec le comte de Paris,
Parce qu'au fond, elle aurait préféré à De Gaulle qu'elle n'aimait pas. Et elle a beaucoup préféré les successeurs de De Gaulle, Vincent Auriol et tous les autres. Donc la maçonnerie a eu encore une assez belle période, mais une période où elle ne réussissait pas à reprendre vite, car notre publication lui avait fait un tort profond. Les gens n'aimaient pas donner leur nom à des gens qui pouvaient les trahir du jour au lendemain et à des gens qui pouvaient avoir la maladresse de laisser connaître les noms. Donc la maçonnerie reprenait ses plaisirs ordinaires et son premier plaisir, c'était la chasse au curé. Je vais vous en donner un certain nombre de preuves. Et c'est important que vous les notiez, car vous entendrez dire que la maçonnerie n'est plus celle d'autrefois, que la maçonnerie a compris, que la maçonnerie est maintenant tolérante, mais voici un certain nombre de preuves très nettes. Ceci est de 1945. Le docteur Delaunay, qui était un des membres principaux du Conseil de l'Ordre, a fait un discours dont voici les preuves. Le docteur Delaunay, qui était un des membres principaux du Conseil de l'Ordre, a fait un discours dont voici les principaux passages. Il n'est pas besoin de vous rappeler les formidables progrès réalisés par les cléricaux sous l'égide du trop fameux maréchal. Avant-guerre, nos adversaires de toujours étaient déjà dangereux par l'audace sans cesse accrue de leur propagande. Ils bénéficiaient de la torpeur dans laquelle semblaient vivre les défenseurs de la laïcité. Nous avions en 1938 poussé un cri d'alarme et le convent de 1939 avait mis la question cléricale à son ordre du jour. Mais la guerre éclata au début de septembre et l'Assemblée générale n'eut pas lieu. Vinrent les heures de sombre de l'occupation avec à la tête de la France vaincue le vieux jésuite Philippe Pétain. La joie règne dans le clan clérical et chez nous le deuil. La libération a heureusement changé tout cela, mais il ne faut pas croire que le péril clérical a disparu. Donc, il demande la première chose, qui est voter, créer et développer le comité de laïcité. Ceci, quand vous ferez de l'apostolat, vous serez en face du comité de laïcité. Voici comment il est composé. Il est composé de quelques membres du Conseil de l'Ordre maçonnique. Ils s'intéressent particulièrement à la question laïque. Ils se sont adjoints et ils vont s'adjoindre des délégués de la Ligue des droits de l'homme, des délégués de la Ligue de l'enseignement, des délégués de l'Union rationaliste, des délégués du syndicat des instituteurs qui est communiste, des délégués du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire qui n'est pas communiste, etc. Donc une dizaine de sociétés de gens, les uns très excités, les autres très au courant des questions universitaires et d'enseignement. Il permet de dresser, ce comité, il permet de dresser en un accord parfait tous ceux qui considèrent la laïcité comme l'élément central de la République. C'est vers ce but que vont tendre tous les efforts de ce comité. Et alors l'un des membres a proposé une mesure qui n'a pas été absolument réalisée, mais presque. Cette mesure, c'était de nationaliser tout l'enseignement. Et il disait, vous parlez d'amener une trêve entre les laïcs et les catholiques. Il n'y a qu'un moyen, c'est de supprimer ce qui divise les enfants dès la jeunesse, ce qui dresse deux France l'une contre l'autre. Supprimer purement et simplement l'école privée. Vous voyez que ces gens sont très tolérants. La tolérance est leur principe central. Ainsi, la maçonnerie, dès 1945, avait repris la bataille. Elle l'a continuée. Elle l'a continuée avec acharnement dans toutes les circonstances où elle a pu prendre position d'une façon efficace. Quand Coty a été à Rome, et que Coty, qui était un très brave homme, c'est lui qui a signé mon amnistie et ma mise en liberté. Quand Coty, donc, était un brave homme et qui avait été en prison, a été à Rome, et qu'il a rendu visite au Saint-Père, les maçons ont fait une solennelle protestation. De même, quand a été votée une loi Barangé-Barachin pour prolonger un peu moins bien les subventions que le maréchal donnait à l'école libre, les maçons ont fait un grand convent de protestation en 1953. Et le frère Lindon, qui est un tout petit peu juif par le milieu, a fait un beau discours. Il nous faut, dit-il, lutter contre cette atteinte à la laïcité qu'est la loi Barangé-Barachin, votée par une majorité cléricale
que nous ont valu la représentation professionnelle et le vote des femmes sont un si grand nombre. Et là, nous avons été négligents, pour ne pas dire coupables, suite aveuglément des consignes de la hiérarchie catholique. Mais ce qu'une majorité parlementaire a fait, une autre peut le défaire. Et puisque certains partis confessionnels semblent rechercher sur le plan parlementaire l'alliance d'une formation laïque, où nous comptons tant d'amis, que celui-ci subordonne son concours à l'abrogation des textes adoptés au début de la législature, et qu'elle a alors si vigoureusement complété, en faisant comprendre aux intéressés que le progrès ne peut être séparé de la laïcité. En tout état de cause, ce ne sont là que des épisodes d'une lutte séculaire, dont nous sommes sûrs de sortir finalement vainqueurs, car l'Église bluffe quand elle prétend qu'elle est éternelle, et que le temps joue en sa faveur. La raison dont nous sommes les fervents zélateurs conduisait les hommes depuis des millénaires, quand le christianisme a fait cela, etc. Donc vous le voyez, protestation, protestation, protestation. Et quand il s'est agi également des colonies françaises, la crise des colonies françaises, les maçons ont émis une nouvelle protestation en disant que ce qui faisait le mal dans les colonies, c'était le clergé. Et l'un d'entre eux a prononcé cette phrase historique: Gambetta avait tort, l'anticléricalisme est une très bonne denrée d'exportation. Une phrase que vous voyez tout à fait historique. Ainsi, la lutte anticléricale a repris, et elle dure. Seulement, elle ne peut pas avoir toute l'énergie qu'elle avait autrefois, car il y a pour la maçonnerie un point noir et une obsession douloureuse. C'est la mésentente entre les différentes obédiences. Autrefois, la maçonnerie s'entendait plus ou moins avant 1939. Mais la divergence idéologique est devenue très forte. L'attraction communiste est devenue quelque chose de très dangereux. Et cette crise se fait sentir à un tel point que la maçonnerie en est dans une certaine mesure mise en état de moindre résistance. L'une des revues maçonniques les plus intelligentes, qui s'appelle la lettre M, la lettre maçonnique, a donné un article il n'y a pas très longtemps sur ce sujet, en disant « Pourquoi y a-t-il des communistes au sein de la franc-maçonnerie? Que cherchent-ils » Voici la réponse. S'ils cherchaient une règle de vie, une meilleure connaissance de soi-même, le chemin qui les délivrera de leur fanatisme, il faudrait saluer leur venue. Malheureusement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Demandez donc à un communiste, à un agent communiste, à un auxiliaire, à un partisan camouflé de s'associer à une campagne de protestation contre un acte arbitraire qui met en cause la franc-maçonnerie dans les pays de l'Est où elle est illégale, ou dans les pays de l'Ouest si cela sert les intérêts communistes. Et vous verrez la réponse. Il est assez symptomatique que les francs-maçons espagnols déportés en Corse à l'occasion de l'avenue de Khrouchtchev en France n'aient pas reçu les marques de solidarité et de sympathie qu'ils étaient en droit d'attendre. Et pendant ce temps-là, l'Église de France protestait parce que le ministère français de l'Intérieur avait déporté en Corse un prêtre slovaque. Lorsque les communistes arrivent dans la franc-maçonnerie, c'est pour s'en servir et la servir. Ils ont estimé qu'elle représentait une force politique intéressante et qu'elle pouvait être manipulée, triturée, transformée. En pénétrant dans la maçonnerie, ils ont importé leur méthode. Vous voyez donc une protestation très forte. Et cette protestation a trouvé des échos dans une partie de la maçonnerie, c'est-à-dire dans la Grande Loge. La Grande Loge avait toujours été plus tournée du côté des anglo-saxons. Vous vous rappelez, messieurs, au moment où le Grand Orient, en 1867, avait décidé de supprimer le titre divin, d'abroger la nécessité pour les maçons de croire dans le grand architecte de l'univers, la Grande Loge n'avait pas suivi. Elle avait au contraire maintenu très fermement la foi, je ne dirais pas en Dieu, je dirais en un Dieu. Donc la Grande Loge est restée déiste, avec même une teinture chrétienne. Et elle est restée en liaison de plus en plus intime avec la Grande Loge de Londres et avec les Grandes Loges américaines qui la soutiennent, qui l'appuient et qui se servent d'elle pour la politique américaine en France. C'est un des rares
point de contact constant entre France et anglo-saxons. Cette grande loge est donc beaucoup plus riche, beaucoup mieux tenue, beaucoup plus propre que le Grand Orient qui est une sentine. Mais le Grand Orient est mené par un communisant qui s'appelle Mitterrand, Jacques Mitterrand. Jacques Mitterrand est un homme qui a une extrême activité et qui est sans cesse en train de travailler les flancs des maçons non communistes. Or, il est bien évident que le communisme, avec toute l'importance politique qu'il a, avec toutes les places qu'il a prises, car vous n'ignorez pas qu'en France, à peu près, ou tout à fait, tout le ministère de la Sécurité sociale est habité par des communistes. Et si le ministère de l'Instruction publique est encore la majorité maçonnique, il y a tout de même une grande infiltration communiste, ainsi qu'à l'intérieur. Donc, vous le voyez, les communistes disposent de beaucoup de place. Et pour un maçon, une place, c'est quelque chose de très utile et très intéressant. Donc, entre les deux obédiences, il y en a d'autres dont je vous parlerai tout à l'heure, entre les deux obédiences, une bataille se livre qui ne cesse d'agiter les esprits et de créer une division, une opposition qui affaiblit beaucoup la maçonnerie en politique. Par exemple, le Grand Orient, pendant la période de l'épuration, n'a cessé de demander plus de férocité, plus de cruauté, et d'inciter les députés à ne pas donner d'amnistie. Au contraire, un bon nombre de maçons de la Grande Loge ont travaillé sérieusement à pousser vers une amnistie. Et toute une série de loges de la région de Marseille ont envoyé des requêtes à leurs députés, à leurs amis, pour que l'épuration cesse, c'est-à-dire pour limiter l'influence communiste dans la politique française. Cette bagarre a beaucoup nui à la maçonnerie française, mais elle a trouvé un espoir charmant, comme dit la chanson, c'est l'évolution du catholicisme. Alors, on s'est jeté de ce côté-là pour compenser par des conquêtes catholiques les pertes que l'on faisait du côté communiste. Ces conquêtes se sont amorcées dès la Libération. Mais après le Concile de Vatican II, après les ambiguïtés de ce concile, après l'accentuation donnée à tout ce qui était sociologique et démocratique, la maçonnerie n'a pu que se réjouir et se dire que, évidemment, le moment était arrivé de s'entendre, le moment était arrivé de se tenir par la main, et alors on a vu comme par miracle se multiplier les livres de toutes sortes. L'un des premiers a été le livre d'un certain Prieuré, qui était un abbé chez lui, et qui a fait un livre qui s'appelle la maçonnerie sous les lys. Prieuré s'est forcé de montrer, c'était très facile, que les loges maçonniques n'ont cessé, pendant le XVIIIe siècle, de faire dire des messes en l'honneur de Louis XV, de Louis XVI, célébrer la naissance des jeunes princes, etc. Car à cette époque-là, comme maintenant, l'hypocrisie était une chose que la maçonnerie pratiquait le mieux du monde. Le livre de Prieuré n'a pas d'intérêt, bien qu'il ait été préfacé par Gaxotte, ce qui prouve que quelquefois Gaxotte a moins de caractère qu'il ne le pense. Le livre le plus important est celui d'un certain Alain Mellor, qui a paru, M-E-L-L-O-R, qui a paru en 1961. Ce livre-là est assez adroit, et j'y suis très bien insulté. Alain Mellor est un avocat. Son livre s'appelle « Les francs-maçons, nos frères séparés ». La thèse d'Alain Mellor est la suivante. Oui, la franc-maçonnerie a eu des périodes anticléricales, mais ça c'est très vieux. Très vieux. Oui, les papes ont condamné la maçonnerie. Mais il ne faut pas se tromper. Si les papes ont fait ça, c'est uniquement pour des raisons politiques. C'était l'époque où les papes espéraient voir revenir en Angleterre les Stuarts, qui étaient catholiques. Or, les Hanovriens qui s'étaient installés en Angleterre se servaient de la maçonnerie pour combattre les Stuarts férocement.
Et pour faire plaisir aux tueurs, c'est pas que ces braves gens, pas très bien renseignés, mais enfin, ces braves gens avaient donc condamné la maçonnerie pour permettre aux tueurs d'avoir un point d'appui plus fort en Angleterre. Et maintenant, tout ça c'est du passé, tout ça, ça ne représente rien. À toutes ces considérations, Mellor ajoutait que la maçonnerie, désormais, était une force idéologique, et qu'à un moment où l'Église cherchait à s'appuyer sur toutes les idéologies, et qu'à un moment où l'Église cherchait à aider toutes les âmes de bonne volonté, le moment était venu vraiment de se travailler ensemble et de faire un bon ouvrage parallèle. Ainsi, M. Mellor liquidait tout le passé. Et il dit que la Révolution en particulier n'a rien à voir avec la maçonnerie, je vous ai prouvé le contraire du reste, mais que c'était simplement les philosophes un peu excités qui avaient été les gens qui avaient suscité la maçonnerie. Et il disait les idées du XVIIIe siècle sont seules en cause dans la Révolution. Le lien entre la philosophie et la maçonnerie n'était pas fait au moment des encycliques, donc ça ne tombe pas sur la maçonnerie. Ainsi, par une série d'escamotages, M. Mellor s'efforce de susciter chez les catholiques une sympathie tardive pour la maçonnerie. À cela, il faut répondre à un certain nombre de choses, très simples. La première chose, c'est que bien que le livre est paru chez Mann, qui était une maison pieuse, comme Mann est en faillite et a perdu avec son argent toute sa piété, ça ne prouve rien. Deuxièmement, on peut aussi dire que M. Mellor, qui est un avocat, est connu au barreau de Paris pour être le plus malhonnête des avocats de Paris, et que par conséquent, il n'est pas très étonnant qu'il soutienne une thèse malhonnête. Ce qui est plus malheureux, c'est qu'à la même époque, un jésuite qui s'appelait le Père Riquet, les gens se trompent quelquefois, il l'appelle le Père Riquet. Enfin, le Père Roquet a été à une loge, à une tenue des loges de Laval. Il faut dire qu'il a été une tenue, pas d'une loge du Grand Orient, mais d'une loge de la Grande Loge, c'est-à-dire d'une loge déiste, qui n'empêche pas qu'il y a fait un discours parfaitement déplacé et qu'il a eu une attitude inadmissible. Mais, messieurs, je dois souligner ceci. C'est que depuis cette époque-là, et un peu avant, les jésuites avaient décidé de faire un grand tournant à la gauche. Et qu'à l'heure actuelle, dans l'Église, rien ne prouve que le Saint-Siège encourage une réconciliation avec la maçonnerie, mais tout indique que nos chers et bons jésuites le veulent. Et il y a une série de manifestations, dont je vais vous donner certains exemples, qui prouvent que les jésuites, ceux de Choisir, ceux de la Civiltà Cattolica, sont activement au travail pour faire un méli-mélo jésuito-maçon. Ce qui n'est pas très étonnant car ils ont beaucoup de choses en commun. Dans le mal, pas dans le bien. Donc voici ce que le Civiltà Cattolica publiait sous la signature du Père Caprile récemment. Le Père Caprile est un éminent jésuite. Il disait: les maçons manifestent un désir de dialogue avec des personnes de foi et d'idéologie différentes. Ceci se ressent dans toutes les autres églises chrétiennes, comme on l'a rappelé il y a quelques mois à Addis Abeba. Bien que pour le moment, une entente complète sur tous les principes n'apparaisse ni possible ni nécessaire, il semble qu'il n'existe plus de difficultés insurmontables empêchant d'entamer et de poursuivre un fructueux dialogue. Et aussi, là où les circonstances le permettent, une éventuelle et profitable collaboration sur divers points intéressant les uns et les autres. Œuvre d'assistance, fraternité entre les hommes, paix, collaboration internationale, etc. Le Père Caprile conclut: un catholique qui veut être à l'unisson avec l'Église ne peut s'accrocher obstinément à des positions qui se disent traditionnalistes, mais qui, la plupart du temps, n'ont pas grand-chose, sinon rien à voir avec la saine vitalité de la vraie tradition. Et la vraie tradition, il la met comme ça. Donc, il tend la main. Et dans cet article qui est très récent, 70,
Pour cet article, il trouve évidemment un appui dans la démarche que Monseigneur Pézeril, qui est un des auxiliaires de Paris, a fait à ce moment-là à la Grande Loge de France, rue de Puteaux. C'est toujours la même obédience, c'est l'obédience en principe anticommuniste et pro-américaine et déiste. Monseigneur Pézeril a échangé de beaux discours avec le docteur Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France. Et il a déclaré, lequel a déclaré, c'est le docteur qui a déclaré: ce soir, une étape est franchie, celle de la rencontre. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais parce que nous nous sommes vus, nous pouvons espérer que certaines incompréhensions pourront tomber et que même si des oppositions devaient apparaître ici ou là entre nous, elles n'engendreraient plus ni haine ni mépris, mais qu'elles seraient au contraire surmontées parce que nous avons su, au-delà de nos différences, nous connaître, nous respecter et apprendre à nous aimer. Il faut dire que Monseigneur Mamie a trouvé ça un petit peu compromettant et qu'il a fait ensuite un communiqué dans lequel il disait que la démarche de Monseigneur Pézeril répondait simplement au devoir d'évêque de visiter toutes les communautés de Soleil. Vous voyez à quel point nos évêques sont dévoués. Cette manœuvre n'a pas eu encore un succès comparable avec le zèle déployé des deux côtés. Sans doute, il y a un point qui rapproche tous les gens, c'est la doctrine de Teilhard, qui est aussi maçonnique qu'elle est chrétienne. Cette doctrine qui est une doctrine, une façon d'expliquer en l'embrouillant la théorie de l'évolution, convient parfaitement bien aux maçons. Et il leur est beaucoup plus facile d'accepter un point oméga que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Il leur est beaucoup plus facile de parler d'un alpha qui n'est pas défini que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le travail de Teilhard a été, à ce point de vue-là, fort utile. Mais comme au point de vue scientifique, le travail de Teilhard a été démoli d'une façon remarquablement claire, non seulement par le père Frénaud de Solesmes, dont vous connaîtrez, j'espère, l'essai, mais également par le père Gérard Deslauriers, qui a fait un travail super, par Monseigneur Journet, qui a fait un travail admirable, et également, car il faut bien le dire, par un essai bref mais définitif de Jean Rostand, qui marque bien la stupidité de tout cela. Il ne reste pas grand-chose pour des gens de science ou d'esprit du travail du père Teilhard et le lien qui unit sur ce chapitre le catholicisme et la maçonnerie n'est pas un lien des plus solides. Du reste, que serait ce mariage contre nature qu'envisagent ces braves gens? Une maçonnerie en décrépitude qui se sent menacée par le communisme et une église, non pas l'église qui est immortelle par son maître, mais une chrétienté progressiste asservie à des modes de pensée temporaires, en dérive, en dérivation, en pleine décadence. Tout cela, ça ne ferait rien. Ça ne ferait absolument rien. Ça ne peut être que du balbutiement en commun et que des erreurs qui se renforcent en s'aggravant. En effet, et c'est cela où la crise de la maçonnerie devient très grave, alors que pour nous autres chrétiens, nous avons au contraire un sentiment de force renouvelée. La maçonnerie a été essentiellement dans l'Occident l'élément qui a introduit l'idée démocratique. L'idée démocratique est à l'heure actuelle en pleine décadence. Elle est en pleine décadence d'abord, et ceci est essentiel, parce que dans toutes les civilisations, dans tous les pays, la technique prend de plus en plus de place. On ne peut pas en même temps consulter les citoyens sur ce qu'ils veulent et faire ce que les techniciens ordonnent de faire. Donc, les votes, quels qu'ils soient, les élections, quelles qu'elles soient, diminuent d'importance et il y a de moins en moins d'électeurs. Récemment, c'était la semaine dernière, en Suisse, qui est un pays démocratique, de vieille démocratie, d'admirable esprit démocratique, admirable en tout de reste, la Suisse a eu à voter sur une loi capitale qui était la loi concernant les relations des propriétaires et des locataires. La majorité a été de 18% avec un vote inférieur à 30%. Vous voyez à quel point, même dans ce pays-ci,
la démocratie est en baisse. Et ceci n'est pas une exception, sauf dans quelques élections plus importantes où interviennent des questions de personnes et par conséquent de marchandage. Et le principe même de la démocratie, soit en Suisse, soit en Amérique, soit même en France, est ramené et abaissé à très peu de choses. Il faut être nègre, zoulou, papou, chinois pour voter. Encore les Chinois, ils ne votent pas. Donc, c'est vous dire que le prestige démocratique est extrêmement tombé et que même, en ce moment-ci, pour les maçons qui sont marxistes, le problème est extrêmement difficile. Jusqu'à il y a 4 ans, quand les étudiants cassaient des vitres, ils disaient « nous sommes communistes ». Mais depuis quelques années, ils disent plus ça. Ils disent « nous sommes maoïstes ». Et ça, les maçons ne peuvent pas être maoïstes, parce qu'il y a un élément d'anarchie, et un maçon n'a pas encore pris l'habitude d'être anarchique, il n'ose pas être anarchique. Le maçon est donc très en l'air. Si vous voyez les livres de philosophie sociologique publiés récemment à Paris, vous seriez étonné de voir comment les jeunes sociologues qui étaient marxistes sont néo-marxistes ou ultra-marxistes, marxisme fini. Il y a un certain Edmond Morin, qui est un homme très brillant, de reste, et qui est de ce groupe. Alors ce Morin a été passé 6 mois en Californie, et il a publié un livre qui est paru il y a 1 an, et dans lequel il dit « J'ai vu nos jeunes marxistes de Californie, ils sont extrêmement gentils, intéressants, courageux, ils travaillent merveilleusement, ils peuvent même arriver à un résultat. Mais je crois que le résultat auquel ils arriveront, c'est de faire une Amérique fasciste. » Et il ajoute « Du reste, pour nous autres, gens de gauche, il y a un régime entre tous que nous ne pourrions pas tolérer, c'est le régime marxiste russe. À l'heure actuelle, vous le voyez, ce n'est pas que le danger soit diminué ni disparu. À l'heure actuelle, le marxisme russe est reconnu partout comme étant ce qu'il y a de plus horrible sur Terre. Et par conséquent, que ce soit les pauvres maçons qui s'attardent à faire du blablabla démocratique, ou que ce soit le pauvre maçon qui s'attarde à faire du blablabla marxiste, dans les 2 cas, ça ne correspond plus à la mode intellectuelle la plus vivante, et ça ne correspond même plus à la mode politique la plus aiguë. C'est quelque chose qui est en période de décadence, alors que la maçonnerie avait toujours réussi à avoir dans son sein ce qui était le plus à la mode, la dernière mode, la mode de demain. Et cela vous explique pourquoi il y a une telle diminution d'effectifs. Voici des chiffres sur ces diminutions d'effectifs dans la maçonnerie. Ce sont les chiffres qui sont un peu vieux, ils sont de 5 ans. Et je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. En 1963, il y avait 50 000 maçons. Non, en 1940. En 1940, il y avait 50 000 maçons. Le Grand Orient avait 451 loges, 91 chapitres et 45 conseils de chevaliers kadosh. Aujourd'hui, il n'y a plus que 390 loges, parmi lesquelles 3 en Tunisie, 9 au Maroc, 18 loges d'outre-mer et 6 loges à l'étranger. Le nombre des maçons, qui était de 30 000 en 1939, est tombé à 16 000 dans cette obédience. La Grande Loge avait avant la guerre 224 loges, elle en a plus. Elle en a 233. Mais, au lieu de 16 000 membres, elle en a 8 000. Pour ce qui est du droit humain et de la Grande Loge nationale, nous ne savons pas. Mais il semble bien que les pertes d'effectifs soient analogues. D'autre part, il y a également une brisure de l'unité maçonnique qui est quelque chose de très frappant. Voici quelques documents. Il y a comme principale obédience le Grand Orient, à Paris, rue Cadet, qui est communiste. La Grande Loge, qui est à Paris, anglo-saxonne. La Grande Loge nationale, qui est déiste, chrétienne, anglo-saxonne. La Grande Loge nationale réformée, qui est plus chrétienne, plus déiste. Le droit humain, qui est une organisation mixte, hommes et femmes, et qui est marxiste. La Société théosophique, qui est un mélange de pataphysique, d'antichristianisme et de maçonnerie.
Ensuite, il y a des choses maçonniques de second rôle. L'Union maçonnique féminine de France, fondée en 1958, qui est entre deux chaises. Il y a ensuite l'Union des ordres martinistes, qui est une chose un peu alchimique, mais qui n'est pas très prospère. Il y a le rite de Memphis Misraïm, qui est en pleine décadence. Il y a au contraire un club de femmes qui est assez puissant, parce qu'il est en liaison avec les États-Unis, qui s'appelle les Soroptimistes. C'est un club, si vous voulez, pour les femmes comme sont le Rotary pour les hommes. Ensuite, il y a le grand corps de la maçonnerie universelle des hauts grades, dont le centre a été longtemps à Genève, et qui est une liaison, si vous le voulez, entre toutes les maçonneries d'Europe. Ensuite, il y a la Ligue universelle des francs-maçons, qui est en sorte de rivalité de cela. Et il y a enfin les B'nai B'rith. Les B'nai B'rith est une association maçonnique juive qui a été fondée aux États-Unis en 1843. Et qui s'est installée en France qu'en 1930, où elle a une loge qui s'appelle France. Les B'nai B'rith sont puissants parce qu'ils sont juifs. Donc c'est la maçonnerie la plus nerveuse, la plus active, la plus vitale, et beaucoup de mes collègues en études antimaçonniques sont persuadés que ce seront eux et qui possèdent les noyaux centraux et les fils directeurs de la maçonnerie. J'en suis pas entièrement sûr, mais c'est possible. En tout cas, pour la guerre 39-45, c'est eux qui ont déclenché toutes les autres maçonneries et qui les ont entraînés dans le mouvement, certainement d'accord avec les maçonneries tchèques et les maçonneries françaises. Dans cet ensemble de maçonnerie, et dans tous ces ensembles de maçonnerie, il règne un trouble moral qui est frappant. La maçonnerie avait l'habitude de consacrer ses éloges à la science. Or, je vais finir, j'ai déjà dépassé le temps, et je vais vous dire 3 mots. La science dans l'univers n'est plus ce qu'elle était avant 1944. La science est maintenant responsable de la bombe atomique, des bombes atomiques qui se préparent. Et au lieu d'apparaître à tous comme le grand halo du progrès, elle apparaît comme un danger mortel, tellement mortel, non seulement par la bombe atomique, mais par d'autres détails, que récemment les journaux américains faisaient une campagne pour demander au gouvernement de ne plus tolérer l'utilisation pratique d'aucune invention scientifique sans qu'elle ait passé devant un comité de savants de l'État qui examine tous les angles et qui assure qu'elle ne puisse tuer personne. Ainsi, le danger possible de la science, tout le côté nocif de la science, le fait qu'elle détruit la nature, qu'elle rend la vie de l'homme de plus en plus difficile, qu'elle supprime graduellement, en multipliant les industries, qu'elle supprime l'air respirable, qu'elle supprime l'eau. Dans les pays comme la Suisse, à peu près tous les fleuves et tous les lacs sont pollués. Cela crée autour de la science et autour de l'industrie une difficulté, une impopularité qui rend une certaine forme de propagande maçonnique extrêmement difficile. Aux États-Unis encore, il y a eu des journaux qui ont demandé que pour le salut de l'humanité, on interdise la multiplication des industries et on contingente les industries un peu partout. La science est donc dans une crise très grave. Il y a quelques années, j'avais interrogé le prince Louis de Broglie sur une phrase d'un de ses articles. Et il me dit, je ne peux pas vous l'expliquer. Vous comprenez, j'ai compris ça il y a 15 ans, après avoir travaillé 8 jours. Et je sais que je l'avais compris. Et pour le recomprendre aujourd'hui, il faudrait 15 jours. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que la logique scientifique est dépassée par l'expérience scientifique. Et qu'à l'heure actuelle, beaucoup de savants ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver et ne peuvent pas lier ce qu'ils ont trouvé d'une façon cohérente avec la logique formelle. Il y a eu un grand débat entre Einstein et Painlevé, dans lequel Painlevé a dit à Einstein, ce que vous avez inventé était très bien, mais ceci n'est pas on ne peut pas le réduire à la véritable logique humaine, à celle de Descartes,
et à celle d'Aristote, à quoi Einstein a dit on s'en fiche. Mais on a beau s'en fiche, cela crée un hiatus entre la pensée humaine et la science qui donne une situation parfaitement tragique pour la science moderne et pour les inventeurs et pour ceux qui attendent leur salut de la science. De même, il y a dans la logique formelle à l'heure actuelle un drame. C'est que si vous voulez lire les livres des nouveaux philosophes, vous voyez que chacun d'eux, comme Papatheia, a un langage et que lui seul se comprend bien. De même que chaque tableau des peintres modernes, lui seul les comprend bien. Et que chaque poème des poètes modernes, lui seul les comprend bien. Ainsi, il arrive une dislocation des liens intellectuels. Il arrive une rupture de l'équilibre logique qui représente l'antithèse de la Renaissance. La Renaissance avait lancé toute une série de techniques par laquelle elle espérait transformer l'homme en une sorte de divinité. Et c'était là la grande doctrine maçonnique. Or, la grande doctrine maçonnique, comme cette espérance-là, sont mortes, et il ne reste pas sur terre d'autres espérances, messieurs, que celles que vous servez.